Pendant qu'on chantait pour le premier an de mon fils, j'ai vu mon mari embrasser ma meilleure amie. Il m'a dit, accepte ou pars. Je suis parti avec mon fils, j'ai bloqué nos comptes et retiré mes 885 €. 18 minutes plus tard, 67 appels manqués. C'est le nom que mon mari a crié au téléphone, 18 minutes après m'avoir dit de déguerpir. À ce moment-là, tous les comptes joints que nous partagions avaient déjà été gelés. À ce moment-là, ma signature avait déjà activé le retrait de ma participation de 885 millions d'euros dans l'entreprise que tout le monde croyait lui appartenir. À ce moment-là, l'empire qu'il pensait contrôler avait commencé à s'effondrer. Document légal après document légal, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer sur le siège passager. Un appel manqué, puis 12, puis 34, puis 67. Je n'ai répondu à aucun, car moins d'une demi-heure plus tôt, tandis que tout le monde autour de nous chantait « Joyeux anniversaire » à notre petit garçon, j'avais vu mon mari embrasser ma meilleure amie et quand je l'ai confronté, il m'a regardé droit dans les yeux et a prononcé des mots que je n'oublierai jamais. Mais je ne suis pas parti les mains vides. J'ai pris la seule chose qui comptait vraiment. Mon fils. Les gens supposent souvent que la trahison s'accompagne de signaux d'alerte suffisamment forts pour que quiconque les entende. Avec le recul, je sais maintenant que c'est rarement vrai. Elle arrive silencieusement, enveloppée dans des routines, des excuses et de petits changements que l'on justifie parce que l'amour rend généreux avec les secondes chances. Mon nom est Claire Dubois. J'ai 38 ans. Je suis la fille d'une veuve, mère d'un magnifique petit garçon nommé Louis. Et pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, la femme qui restait juste en dehors des projecteurs pendant que tout le monde applaudissait quelqu'un d'autre. Notre maison était située sur un domaine de 2 hectares à Pozuelo de Alarcón, à Madrid. Elle n'était pas ostentatoire pour les standards des milliardaires, bien que les magazines de design la montrent occasionnellement, car les jardins donnaient sur un petit lac privé. Mon père avait acheté la propriété des décennies auparavant, lorsque le groupe Dubois était encore une modeste société d'investissement de moins de 20 employés. Papa croyait que le succès devait se vivre en silence. Il conduisait sa propre voiture. Il connaissait les conjoints de chaque employé par leur prénom. Chaque Noël, il remettait personnellement les paniers et les primes au personnel de nettoyage avant tout le monde. Lorsqu'il est décédé il y a 6 ans après une courte maladie, j'ai hérité de ses actions conformément à une fiducie qui avait été soigneusement planifiée bien avant que quiconque n'imagine qu'il partirait si tôt. Ces actions représentaient 62% du groupe Dubois. La plupart des gens n'ont jamais su que c'était exactement ce que papa voulait. Antoine et moi nous sommes rencontrés il y a 15 ans lors d'un gala de bienfaisance au Teatro Real de Madrid. Il était beau sans trop d'efforts, confiant sans paraître arrogant, du moins c'est ce qu'il semblait alors. Il me faisait rire. Il se souvenait des petits détails. Quand nous nous sommes mariés, les gens nous appelaient le couple parfait. Pendant longtemps, ils avaient probablement raison. Puis le succès a grandi plus vite que le caractère. Le groupe Dubois s'est étendu au capital investissement, à l'immobilier commercial sur la Castellana et aux investissements technologiques. Les journaux économiques aimaient interviewer Antoine car il parlait bien devant les caméras. Je préférais les salles de réunion aux plateaux de télévision, les feuilles de calcul au microphone. Avec le temps, le public a commencé à appeler le groupe Dubois, l'entreprise d'Antoine Dubois. Aucun de nous ne les a corrigés. Cela ne semblait pas important jusqu'à ce que cela devienne tout. Notre fils Louis est arrivé après des années à croire que nous n'aurions jamais d'enfant. Le tenir pour la première fois a soudainement donné un sens à chaque déception que j'avais portée. C'était le plus grand cadeau de ma vie. Son premier anniversaire méritait d'être spécial. Valérie a insisté pour aider à tout organiser. Valérie Laurent était ma meilleure amie depuis l'université à Salamanque. Nous avons survécu ensemble aux examens finaux. Nous nous sommes accompagnés à nos mariages. Nous nous sommes rendus visite pendant les maladies, les promotions, les chagrins d'amour et les célébrations. Elle connaissait chaque chapitre de ma vie, ou du moins c'est ce que je croyais. La fête a rempli notre jardin avec près de 80 invités, voisins, familles, partenaires commerciaux, enfants poursuivant des ballons et grands-parents assis sous des tentes blanches. L'odeur de barbecue et de bon jambon ibérique flottait dans l'air d'été, tandis qu'un trio de guitares espagnoles locales jouait des classiques doux que tous les plus de 60 ans semblaient reconnaître instantanément. Ma belle-mère a passé près d'1 heure à montrer Louis à quiconque était prêt à l'admirer. Il a le sourire d'Antoine, annonçait-elle fièrement. Je souriais poliment. En réalité, il avait les yeux de mon père.
Le même gridou, la même expression pensive, les petits détails comptent pour les mères. Antoine flottait naturellement de groupe en groupe, serrant des mains, riant à gorge déployée, acceptant les compliments comme s'il organisait une réception d'entreprise plutôt que l'anniversaire de son fils. Je l'observais de l'autre côté du jardin. Il m'a à peine regardé. Des mois auparavant, cela aurait pu me faire mal. Maintenant, c'était simplement familier. Le mariage change, les gens sont occupés, les enfants exigent de l'attention. Telles étaient les explications que je me répétais chaque fois que quelque chose me semblait légèrement déplacé. Valérie est apparue portant un autre plateau de limonade et de coupes de cava. « Tu n'as presque rien mangé ?» a-t-elle dit chaleureusement. J'ai couru après un enfant d'1 an. J'ai ri. Tu as toujours voulu ça. Oui, c'est vrai. Elle m'a serré l'épaule. Je suis heureuse pour toi. C'est curieux comme certains mensonges sonnent exactement comme de la gentillesse. Alors que l'après-midi déclinait vers le crépuscule, les invités se sont rassemblés autour du gâteau d'anniversaire. Glaçage bleu, minuscules étoiles comestibles, une bougie surdimensionnée en forme de chiffre 1. Quelqu'un a tamisé les lumières de la cour. Tout le monde s'est rapproché. Les téléphones portables sont sortis, les grands-parents se sont penchés en avant. Le chœur familial a commencé. Joyeux anniversaire. Louis applaudissait parce que tout le monde le faisait. Il n'avait aucune idée que la chanson était pour lui. Je me souviendrai de ce rire jusqu'à ma mort. Au milieu de la chanson, j'ai réalisé qu'Antoine n'était plus à nos côtés. Au début, j'ai supposé qu'il était rentré à la maison pour prendre un appel professionnel. Cela arrivait souvent. Puis j'ai réalisé que Valérie avait également disparu. Quelque chose en moi s'est tendu. Ce n'était ni de la panique ni de la suspicion, juste une conscience. Un minuscule fil tirant sur le bord de mes pensées. Je me suis glissé silencieusement avant que quiconque ne s'en rende compte. Le couloir à l'intérieur de la maison était frais et silencieux après le joyeux bruit de l'extérieur. La cuisine était vide, le salon aussi. Je suis passé devant l'escalier principal vers l'ancien bureau de mon père. La porte n'était pas complètement fermée, juste légèrement entr'ouverte, assez pour entendre un murmure puis un rire. Le rire de Valérie. Je me suis arrêté. Chaque instinct me disait de faire demi-tour. Au lieu de cela, j'ai regardé à travers l'étroite ouverture. Antoine avait les 2 mains autour de sa taille. Elle lui a touché le visage comme si elle l'avait fait des centaines de fois. Puis ils se sont embrassés. Pas brièvement ou maladroitement, mais confortablement, comme 2 personnes qui avaient cessé de se soucier d'être découvertes. Le temps a ralenti de la manière la plus étrange et j'ai remarqué des choses ridicules. L'ancienne horloge de ferme que papa avait restaurée. La photo de pêche encadrée sur l'étagère, le rouge à lèvres de Valérie sur le col de la chemise d'Antoine. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, j'ai simplement refermé la porte aussi silencieusement que je l'avais ouverte. Dehors, les applaudissements ont éclaté. Louis avait soufflé sa bougie avec l'aide de tous. Je suis retourné dans le jardin arborant le même sourire que j'avais eu tout l'après-midi. Personne n'a rien remarqué. J'ai tenu mon fils. J'ai posé pour les photographies. J'ai ouvert les cadeaux. J'ai remercié les invités d'être venus. Une voisine âgée m'a serré dans ses bras. Tu as construit une si belle famille, Claire. Je lui ai rendu l'étreinte. Merci. Parfois, l'élégance consiste à survivre aux 5 prochaines minutes. Les derniers invités sont finalement partis peu après 21 heures. Des assiettes en carton salissaient les tables. Des ballons à moitié dégonflés traînaient sur la pelouse. Le personnel du traiteur rangeait son équipement. Valérie était déjà rentrée chez elle, ou du moins c'est ce qu'Antoine a affirmé. Il s'est servi un verre comme si rien d'inhabituel ne s'était passé. Je suis resté dans la cuisine à le regarder. Nous devons parler. Il a soupiré avant que je ne finisse de parler. Cela ne peut pas attendre. Non. Il semblait agacé, plus que préoccupé. Et maintenant quoi? Je vous ai vu. Son expression n'a pas changé d'un cil. Dans le bureau de mon père, toi et Valérie. Il a posé son verre sur le bar. Sans dire un mot, il m'a attrapé le poignet. Pas assez fort pour laisser des marques, mais avec assez de fermeté pour que je n'ai d'autre choix que de le suivre à l'étage.
Il m'a poussé dans notre chambre, a fermé la porte, l'a verrouillée, puis s'est tourné vers moi avec un visage si froid que j'ai à peine reconnu l'homme que j'avais épousé. Claire, dit-il d'une voix égale, accepte ça ou va-t'en. Je l'ai regardé, attendant l'excuse qui n'est jamais venue. Au lieu de cela, il a continué. Valérie me comprend. Elle ne remet pas en question chacune de mes décisions. Cela fait un moment que ça dure et honnêtement, je suis fatigué de faire semblant. Tu l'as amené à l'anniversaire de notre fils. Il a haussé les épaules. Ce n'était pas prévu. Tu l'as embrassé dans le bureau de mon père. Un autre haussement d'épaule. Je mérite d'être heureux. J'ai cherché la culpabilité sur son visage. Il n'y en avait aucune, seulement une certitude absolue. Puis il a prononcé la phrase qui m'a convaincu que mon mariage était déjà terminé bien avant cette nuit. De toute façon, tu ne partiras pas. Tu as trop besoin de cette vie. Il croyait que la maison était à lui, l'entreprise était à lui, l'argent était à lui et que j'étais simplement la femme qui en bénéficiait. Je l'ai regardé un long moment. Puis je suis passé à côté de lui sans dire un mot de plus. Il ne m'a pas arrêté. À l'étage, Louis dormait dans son berceau, toujours vêtu de la petite veste en tricot bleu que ma mère lui avait tricotée. Je l'ai soulevé doucement dans mes bras, il a bougé, a posé sa petite tête sur mon épaule et s'est rendormi. Je portais une petite valise, rien d'autre, pas de bijoux, pas de photos, pas de dispute. En sortant de l'allée avec la voiture, j'ai jeté un dernier regard à la maison où j'avais cru que ma famille vieillirait ensemble. En moins de 30 minutes, Antoine découvrirait à quel point il comprenait mal la femme qu'il avait ordonné de partir. Je n'ai pas regardé en arrière lorsque les grilles se sont refermées derrière moi. La route s'éloignant de notre maison serpentait à travers des quartiers calmes, où les lumières des porches brillaient doucement dans la chaude nuit madrilène. Louis dormait paisiblement dans son siège auto, ignorant complètement que tout son monde avait changé avant même d'avoir fini de fêter sa première année. Je l'enviais. Les enfants ne mesurent pas la vie par les trahisons, ils la mesurent par la présence de quelqu'un à leur réveil. J'ai murmuré dans le rétroviseur. Je suis là, mon chéri. Il n'a jamais ouvert les yeux. J'ai conduit sans but pendant presque 20 minutes avant de me garer dans un petit hôtel discret près de San Lorenzo del Escorial. Ce n'était pas luxueux, mais c'était propre. C'était discret et suffisamment proche de Madrid pour les appels professionnels que je savais déjà devoir passer. La jeune femme à la réception a souri aimablement en m'enregistrant pour quelques nuits. Elle a remarqué Louis endormi dans mes bras. Il a l'air épuisé. Ça a été un grand anniversaire. Elle m'a donné la clé de la chambre. J'espère que demain sera un jour plus facile. Moi aussi. Aucune de nous ne savait à quel point ce souhait était impossible. Une fois dans la chambre, j'ai délicatement couché Louis dans le lit parapluie que le personnel de l'hôtel avait apporté. Je l'ai regardé respirer pendant plusieurs minutes. Puis je suis sorti sur le petit balcon qui donnait sur les toits historiques. L'air frais de la nuit de la Sierra m'a stabilisé. Je me suis finalement permis de prendre une profonde inspiration. Ni sanglots, ni colère, juste de l'acceptation. Mon père me disait toujours quelque chose chaque fois que des décisions difficiles arrivaient sur son bureau. Claire. Les émotions appartiennent à ton cœur. Les décisions appartiennent à ta tête. J'avais passé des années à croire que ces mots concernaient les affaires. Cette nuit-là, j'ai réalisé qu'ils concernaient la survie. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti le dossier en cuir que je portais presque toujours avec moi. La plupart des femmes portaient du maquillage. Je portais des documents légaux. Des années auparavant, après la mort de mon père, nos avocats avaient insisté pour que je ne voyage jamais sans copie des accords de fiducie et des autorisations d'entreprise d'urgence. Ils espéraient que je n'en aurais jamais besoin. Moi aussi. J'ai composé le premier numéro. Richard, mon avocat, a répondu à la deuxième sonnerie. Claire. Sa voix a immédiatement changé. Que s'est-il passé? J'ai quitté Antoine. Silence. Suivi d'une lente expiration. Je craignais que ce jour n'arrive. Tu le savais. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je ne savais pas quoi. J'ai besoin des dispositions d'urgence. Il n'a pas posé de questions. Quand? Maintenant. Je vais prévenir l'équipe juridique. Tout est compris. Il a marqué une pause.
Es-tu en sécurité? Oui. Et Louis dort bien. Je m'occupe du reste. J'ai raccroché. L'appel suivant était pour Catherine, ma banquière privée du centre de Madrid. Elle avait travaillé avec mon père pendant près de 30 ans. En entendant ma voix, elle a immédiatement perçu que quelque chose d'inhabituel se passait. Tu n'appelles jamais aussi tard. J'ai besoin d'une action immédiate. Je t'écoute. Je veux que tous les comptes personnels conjoints soient gelés cette nuit, sans exception. Elle a hésité un instant. Cela va générer pas mal de réactions. Je sais. Tu as l'autorité légale. Je l'ai signé il y a 6 ans. Je m'en souviens. Alors fais-le. Ce sera fait en quelques minutes. Son professionnalisme serein m'a rappelé pourquoi papa lui faisait aveuglément confiance. Le troisième appel était le plus important. Ce n'était pas au PDG, ce n'était pas au conseil d'administration, c'était à la secrétaire d'entreprise du groupe Dubois. Peu de gens en dehors de la haute direction comprenaient son rôle. Elle gardait tous les registres officiels de l'entreprise, chaque autorisation des actionnaires, chaque document de gouvernance d'urgence. Son nom était Lucie. Et elle a répondu, ensommeillée, Claire. Pardonne-moi de t'avoir réveillée. Tu n'as jamais à t'excuser. J'ai besoin que la résolution 12 soit activée. Silence absolu. Quand elle a enfin parlé, sa voix était devenue formelle. Es-tu sûr? Oui. Cette disposition n'a jamais été utilisée. Je sais. Elle déclenchera une notification immédiate au conseil. Je comprends. Cela pourrait affecter le marché. Je comprends. Cela pourrait retirer près de 885 millions d'euros de capital social. Je comprends. Une autre pause, puis une simple phrase. Je commence immédiatement. L'appel s'est terminé. Je me suis appuyé sur la balustrade du balcon. C'était le point de non-retour. Les gens imaginent souvent que les décisions financières monumentales se produisent avec des discours dramatiques et des salles de réunion bondées. La plupart du temps, non. Parfois, elles se produisent parce qu'une femme épuisée dit un mot à voix basse. Oui. Mon père avait insisté sur des protections inhabituelles après que plusieurs amis aient perdu des entreprises familiales à cause de divorces amers et d'acquisitions hostiles. Il a structuré le groupe Dubois de manière à ce que les actions majoritaires héritées ne puissent jamais être manipulées uniquement par le mariage. La propriété est toujours restée la mienne. Même Antoine avait signé des reconnaissances des années auparavant. Je me suis souvent demandé s'il les avait réellement lues un jour. Apparemment non. Le quatrième appel m'a surprise moi-même. J'ai appelé notre directeur financier, David Martin, qui a répondu avec prudence. Claire, tu vas avoir des nouvelles de Lucie. J'ai déjà reçu 2 alertes. Elles sont réelles. Que s'est-il passé? Antoine n'a pas demandé de détails. Au lieu de cela, il a demandé à voix basse. De quoi as-tu besoin de ma part? J'ai besoin que les salaires soient protégés. Il a eu l'air confus. Les salaires? Quoi qu'il arrive dans les prochaines semaines, nos employés ne méritent pas l'incertitude. Nous avons plus de 100 personnes. Je sais que chacun d'eux dépend de ses salaires. Tu y avais déjà pensé? Non. J'ai regardé Louis à travers la porte vitrée. Je sais juste qu'il ne devrait pas souffrir. David est resté silencieux. Finalement, il a dit quelque chose qui est resté gravé en moi. Ton père serait fier de cette réponse. Je l'ai remercié avant de raccrocher. À 22h42, mon téléphone a vibré. Catherine, compte joint gelé. Merci. Antoine a tenté 3 virements pendant que nous traitions. J'ai fermé les yeux. Il est déjà au courant. Apparemment. Une autre vibration. Richard. Les dépôts d'urgence sont terminés. Puis, Lucie, la résolution 12 a été inscrite au registre des sociétés. Tout s'était déroulé exactement comme mon père l'avait conçu, légal, transparent et irréversible. À 22h49, j'ai ouvert le portail des actionnaires sur mon mobile. Il ne restait qu'une seule autorisation finale. Elle représentait toute ma position de propriétaire. 885 millions d'euros de capital, des années de valeur accumulée, des générations de travail.
Je ne détruisais pas l'entreprise, je retirais ma propriété en vertu de dispositions que tous les administrateurs avaient précédemment approuvées. Mon pouce a flotté sur le bouton de confirmation. Je n'ai pas pensé à Antoine, j'ai pensé à mon père, à Louis, à chaque leçon que j'avais ignorée parce que je croyais que l'amour pouvait surmonter l'arrogance. Puis j'ai appuyé sur confirmer. L'écran a affiché un seul mot. Terminé. J'ai posé le téléphone sur la table. Pendant plusieurs secondes, rien ne s'est passé, puis ça a commencé. Vibration. 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 Antoine ignoré. Vibration. Valérie ignorée. Vibration. Directeur des opérations. Ignoré. Vibration. Président du conseil. Ignoré. Les vibrations arrivaient si vite que le téléphone a presque glissé de la table. Je l'ai pris une seule fois, non pas pour répondre, mais pour regarder. 67 appels manqués. Le nombre semblait presque irréel. Les messages vocaux arrivaient les uns après les autres. Le premier venait d'Antoine. Claire, réponds au téléphone. Ce n'est pas drôle. Le second, qu'est-ce que tu as fait, bordel? Le troisième, la banque dit que nos comptes sont gelés. Le quatrième ne dénotait plus de colère. S'il te plaît, rappelle-moi. Au 10e message, la panique avait remplacé la confiance. Au 15e, il criait sur quelqu'un d'autre. Au 20e, il semblait terrifié. J'ai mis le téléphone en mode silencieux. Pendant des années, tout le monde a cru qu'Antoine Dubois dirigeait le groupe Dubois. Les interviews télévisées avaient renforcé cette image. Les couvertures de magazines avaient célébré son leadership. Les conférences sectorielles l'invitaient à donner des discours d'ouverture. Pendant ce temps, je présidais silencieusement les réunions de gouvernance, j'approuvais les stratégies à long terme, je révisais les évaluations des risques et je signais des documents qui faisaient rarement la une. Je n'ai jamais recherché la publicité. La reconnaissance ne m'a jamais intéressé. La paix. Oui, mais la paix exige le respect mutuel. Sans lui, le silence devient capitulation. Vers minuit, un autre appel est arrivé, cette fois d'un numéro inconnu. Contre mon bon jugement, j'ai répondu. Claire. C'était Antoine. Il avait dû emprunter le portable de quelqu'un. As-tu fait passer ton message? Mon message, tu as tout gelé. Oui, tu dois annuler ça. Je suis restée silencieuse. Claire, écoute-moi. Non, Antoine, tu ne comprends pas ce qui se passe. Je comprends parfaitement. Le conseil a convoqué une réunion d'urgence. Je m'y attendais. Les banques posent des questions. Je m'y attendais aussi. Sa respiration est devenue irrégulière. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. Tu vas détruire tout ce que nous avons construit. J'ai finalement prononcé les mots qui avaient attendu en silence en moi toute la nuit. Non, Antoine. Une longue pause s'est installée entre nous. Puis j'ai dit, je protège ce que mon père a construit. Il n'a pas répondu. Aucun de nous n'a parlé pendant plusieurs secondes. Puis j'ai mis fin à l'appel. De retour dans la chambre, Louis a bougé dans ses rêves. Je me suis approché et j'ai posé doucement ma main sur son dos. Ses minuscules doigts se sont accrochés à l'un des miens sans se réveiller. Dans ce simple instant, tous les doutes ont disparu. Je n'étais pas parti parce que je voulais me venger. J'étais parti parce que mon fils méritait de grandir en voyant une mère qui connaissait la différence entre le pardon et la permission. Dehors, les lumières de la Sierra brillaient dans l'obscurité. Dedans. Mon téléphone s'est finalement tu. Pour la première fois depuis que j'avais quitté cette maison, le silence ne semblait plus vide. Il semblait être le début d'une vie différente, une vie construite non sur les apparences, mais sur la vérité. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'aube. Pendant quelques secondes, je n'ai pas reconnu la chambre. Puis Louis a fait un petit son doux depuis son berceau. Il a tendu les bras vers moi et a souri avec le même sourire insouciant qu'il avait eu la veille pendant que tout le monde lui chantait. Les enfants ont un don extraordinaire. Ils se réveillent chaque matin en croyant que le monde est toujours bon. J'ai prié pour qu'ils gardent ce don longtemps. Je l'ai pris, je l'ai embrassé sur le sommet de la tête et j'ai murmuré.
Joyeux anniversaire aussi aujourd'hui. Il a ri. C'était la première fois que je souriais depuis que j'avais quitté la maison. En bas, la salle à manger de l'hôtel était presque vide, à l'exception d'un couple de retraités partageant café et journal du matin. Le monsieur nous a regardés pendant que Louis tapait avec enthousiasme une cuillère en plastique contre sa chaise haute. C'est un petit garçon très en forme, a-t-il dit avec un sourire. Bien sûr, il me tient en haleine. Sa femme a souri affectueusement. Nos petits-enfants font la même chose. Il y avait du réconfort dans les conversations ordinaires. Elle me rappelait que le monde n'avait pas pris fin, un chapitre venait juste de se fermer. Quand nous sommes retournés dans la chambre, j'ai finalement rallumé le téléphone. L'écran s'est illuminé si vite que ça m'a presque effrayé. Plus de 200 notifications. Messages vocaux, emails. SMS, alerte du conseil, mise à jour financière, questions des médias. J'ai ignoré presque toutes. Un message a attiré mon attention. Il venait de David Martin. Appelle-moi dès que tu peux. C'est grave. J'ai immédiatement composé. Tu as probablement vu les alertes du marché, a-t-il dit. Je n'ai pas regardé. Nos prêteurs ont suspendu les négociations sur l'acquisition de Milan. Je m'attendais à quelque chose comme ça. Non, ça. Il a soupiré. 3 investisseurs institutionnels exigent une séance d'information d'urgence. Comment vont les employés? Ont-ils peur? Ce mot s'est posé lourdement sur ma poitrine. Peur. Ils ne sont pas en colère ou déloyaux. Juste effrayés. David a continué. La rumeur va plus vite que les faits. Que dit-on? De tout. Que l'entreprise est en faillite. Elle ne l'est pas. Que tu divorces d'Antoine. C'est vrai. Que des enquêteurs fédéraux sont impliqués. Ils ne le sont pas. Que l'entreprise fermera vendredi. Elle ne le fera pas. Il a marqué une pause. Que veux-tu que je dise aux gens? J'ai regardé par la fenêtre vers les montagnes. La vérité. Que les salaires sont protégés. Je m'en suis déjà assuré. Il n'y aura pas de licenciement. Je peux promettre que personne ne perdra son emploi parce que 2 dirigeants ont échoué dans leur mariage. David est resté silencieux. Finalement, il a dit quelque chose qui est resté gravé en moi. Ton père serait fier de cette réponse. Je l'ai remercié avant de raccrocher. Après avoir raccroché, j'ai fait nos valises. L'hôtel avait rempli son rôle. J'avais besoin d'un endroit plus calme, un endroit qui ressemblait encore à la maison. 3 heures plus tard, Louis et moi nous sommes garés dans l'allée de la vieille maison de mes parents en Asturie. La maison n'était pas immense, elle n'était pas glamour. Elle avait des parquets qui grinçaient contre des fenêtres d'un bleu délavé et une balançoire sur le porche que mon père avait construite quand j'avais 12 ans. Chaque été de mon enfance, je vivais entre ces murs de pierre. Papa m'a appris à pêcher dans la rivière voisine. Maman a planté des rosiers qui, d'une manière ou d'une autre, fleurissaient encore des années après son départ. L'endroit sentait le cèdre, les vieux livres et les souvenirs. J'ai ouvert la porte d'entrée avec la clé. Bienvenue à la maison, ai-je murmuré pour la première fois depuis des années. Les mots semblaient honnêtes. La vie a ralenti presque immédiatement. Au lieu de me précipiter aux conférences téléphoniques avant le petit déjeuner, je préparais des flocons d'avoine tandis que Louis regardait les oiseaux par la fenêtre de la cuisine. Au lieu de passer en revue les bénéfices trimestriels, je poussais une poussette dans les prairies vertes. Au lieu d'assister à des dîners d'affaires, je m'asseyais sur le porche à écouter les grenouilles chanter tandis que le soleil disparaissait derrière les montagnes. Le silence n'était pas solitaire, il était curatif. Le 3e jour, les médias avaient découvert que j'étais parti. Des équipes de télévision sont apparues devant notre ancienne maison de Pozuelo. Les commentateurs financiers débattaient si le groupe Dubois allait survivre. Certains qualifiaient mes actions de impitoyables, d'autres de brillantes. Aucune des descriptions ne semblait précise. Je n'essayais pas de gagner. J'essayais d'arrêter de faire semblant. Tard dans l'après-midi, quelqu'un a frappé à la porte d'entrée. Je savais déjà qui c'était avant de regarder par la fenêtre. Valérie se tenait sur le porche avec d'énormes lunettes de soleil malgré le ciel couvert du nord. Pendant un long moment, j'ai envisagé de ne pas ouvrir. Au lieu de cela, j'ai ouvert la porte à moitié.
Que fais-tu ici? Je veux juste parler. Il n'y a pas grand-chose à dire. S'il te plaît. Je suis sorti en refermant la porte derrière moi pour que Louis ne puisse pas entendre. Valérie a retiré ses lunettes de soleil. Elle semblait épuisée. Des cernes sombres encadraient ses yeux. Sa confiance s'était évanouie. Je n'ai jamais voulu ça. J'ai failli rire. Tu n'as jamais voulu quoi? Te faire du mal. Tu as réussi quand même. Les larmes ont jailli instantanément. C'est juste arrivé. Je l'ai regardé calmement. Non, Valérie. Elle a secoué la tête désespérément. Nous ne l'avons pas planifié. Je sais. Son expression a changé. Tu sais? Les aventures ne sont généralement pas planifiées. On les choisit. Elle a baissé les yeux. C'était une erreur. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti un dossier mince. Je pensais que tu dirais ça. Elle a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Je lui ai tendu plusieurs pages imprimées, reçu d'hôtel à Marbella, billets de train, réservation de restaurant, relevé de carte de crédit d'entreprise, relevé téléphonique. Chaque page documentait des rencontres remontant à près de 2 ans. Elle a tourné les pages lentement. Son visage a perdu toute couleur. Je supervise la conformité réglementaire. J'ai cligné des yeux. Je n'ai pas enquêté parce que je soupçonnais. Je l'ai regardé dans les yeux. J'ai enquêté parce que les dépenses de l'entreprise n'avaient soudainement plus de sens. Aucune de nous n'a parlé. La brise agitait les chaînes au-dessus de nous. Finalement, elle a murmuré. Antoine a dit que tu ne faisais jamais attention. Je faisais attention à tout. Alors, pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que j'espérais toujours qu'il y aurait une autre explication. Elle a couvert sa bouche. Oh, Claire. Je suis tellement désolé. J'ai cru qu'elle avait honte. Je n'ai pas cru qu'elle le regrettait jusqu'à ce qu'elle soit prise. Ce sont des choses différentes. Elle m'a rendu les papiers avec des mains tremblantes. Et maintenant? Tu rentres chez toi et nous? Il n'y a pas eu de nous depuis que tu es entré dans le bureau de mon père. Elle a éclaté en sanglots. J'ai ressenti de la tristesse, mais pas de la pitié. Elle s'est retournée, a marché vers sa voiture et est partie sans regarder en arrière. Je ne l'ai plus jamais revue. Cette nuit-là, David a appelé une fois de plus. Le conseil s'est réuni aujourd'hui. Comment ça s'est passé? Mal. Antoine a passé la majeure partie de la réunion à insister sur le fait que c'était temporaire. Ça ne l'est pas. Maintenant, ils le savent. David a hésité. Il y a eu un autre problème. Lequel? Les banques ont demandé les documents de gouvernance mis à jour. Je savais déjà ce que cela signifiait. Ont-ils réalisé qui était réellement l'actionnaire majoritaire? Oui. Et il y a eu quelques visages surpris. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire légèrement. Pendant des années, ils ont félicité la mauvaise personne. Tu n'as jamais semblé t'en soucier. Honnêtement, je ne m'en souciais pas. Alors, qu'est-ce qui a changé? J'ai regardé à travers la moustiquaire de la porte. Louis était assis sur le tapis du salon, empilant soigneusement des blocs de bois que mon père avait sculptés des décennies auparavant. Un bloc est tombé, il a ri et a recommencé. J'ai cessé de confondre l'humilité avec l'invisibilité. David n'a pas répondu immédiatement, puis il a dit à voix basse, « C'est une leçon que beaucoup d'entre nous apprennent trop tard. » Cette nuit-là, après que Louis se soit endormi, je me suis assise seule sur le porche. Le ciel reflétait des milliers d'étoiles. Mon père adorait ces vues. Chaque fois que les affaires devenaient accablantes, il m'amenait ici. Une fois, il m'a dit, les entreprises se remettent des mauvais trimestres. Les familles ne se remettent pas toujours de la confiance brisée. À l'époque, je pensais qu'il parlait de bilan financier. Maintenant, je comprenais qu'il parlait de la vie. Le téléphone a de nouveau sonné. Antoine. J'ai presque ignoré l'appel. Au lieu de cela, j'ai répondu. Sa voix sonnait différemment. Ni confiante, ni autoritaire, juste fatiguée. Claire. Oui, je t'ai cherché partout. Je sais. Il n'appelait pas pour l'argent.
J'ai attendu. Le conseil ne me fait plus confiance. Je suis restée silencieuse. Il ne cesse de poser des questions. Il devrait. Je n'ai jamais imaginé. Sa voix s'est brisée. Que tout pouvait s'effondrer si vite. J'ai fermé les yeux. Moi non plus. Pas pour l'entreprise, pour nous. Quand j'ai enfin parlé, ma voix est restée sereine. Antoine. L'entreprise ne s'effondre pas parce que je suis parti. Il n'a pas répondu. Elle s'effondre parce que la confiance s'est effondrée. La ligne est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Puis il a murmuré doucement. Je crois que je commence enfin à comprendre. Je n'étais pas sûr qu'il le fasse vraiment, mais pour la première fois, il avait cessé de blâmer tout le monde sauf lui-même. Parfois, c'est là que le vrai changement commence. Le matin après ma conversation avec Antoine, la vallée était parfaitement calme. Pas une ride sur la rivière, pas une brise. Le genre de calme qui vous invite presque à écouter plus attentivement. Louis était assis sur une couverture dans le jardin, poursuivant des bulles de savon avec ses petites mains déterminées. Chaque fois qu'une éclatait avant qu'il ne puisse l'attraper, il riait comme si perdre était simplement une autre façon de jouer. Je l'observais depuis le porche, une tasse de café refroidissant à mes côtés. Quelque part entre son rire et le chant des oiseaux dans les pins, j'ai réalisé quelque chose d'inquiétant. Je ne pensais plus à la vengeance, je pensais à la responsabilité. Il y avait une différence. L'une recherchait la satisfaction, l'autre exigeait la sagesse. Après le petit déjeuner, j'ai décidé d'aborder un projet que j'avais reporté pendant des années, le grenier. Mes parents avaient vécu dans cette maison pendant près de 30 étés et après leur mort, je n'avais jamais eu le courage de ranger tout ce qu'ils avaient laissé derrière eux. La plupart des cartons étaient toujours exactement là où mon père les avait empilés. La poussière recouvrait presque toutes les surfaces. De vieilles cannes à pêche appuyées contre un mur. Des décorations de Noël remplissaient des cartons décolorés. La machine à coudre de ma mère reposait sous un drap blanc. Je souriais malgré tout. Elle pouvait transformer de vieux jeans en une courte pointe qui durait 20 ans. Papa plaisantait en disant qu'elle ne jetait jamais rien, sauf les mauvaises idées. Les heures ont passé pendant que j'organisais des photos de famille, des bulletins scolaires et des dizaines de cartes de recettes manuscrites avec la belle écriture de ma mère. Puis j'ai trouvé un petit coffre en cèdre caché derrière une vieille étagère. Il portait mon nom écrit sur le couvercle. Claire, rien de plus. Mon cœur a commencé à battre plus vite. À l'intérieur se trouvaient plusieurs enveloppes soigneusement rangées. Chacune portait une étiquette manuscrite. Pour ton mariage, pour le jour où tu seras mère, pour le jour où tu douteras de toi. Au fond reposait une dernière enveloppe, l'écriture de mon père. Toujours à la plume. Elle semblait légèrement moins ferme pour le jour où quelqu'un trahira ta confiance. Je me suis assise sur le sol du grenier avant de l'ouvrir. Le papier à l'intérieur avait légèrement jauni avec les années. L'encre bleue familière m'a instantanément transporté à mon enfance. La lettre commençait simplement. Ma chère Claire, si tu lis ceci, il est probable que la vie t'ait déçue d'une manière que j'espérais qu'elle n'arrive jamais. Mes yeux s'étaient déjà remplis de larmes. Il continuait. L'argent a une façon particulière de révéler le caractère. Il ne crée pas l'égoïsme. Il l'expose. Le succès ne change pas les gens autant qu'il élimine les raisons pour lesquelles ils ont autrefois caché qui ils étaient. J'ai marqué une pause. Ces mots décrivaient Antoine avec plus de précision que tout ce que j'avais entendu à la télévision ou dans les salles de réunion. Plus bas, une autre phrase a attiré mon attention. Ne confonds jamais la vengeance avec la justice. Je l'ai lu 2 fois. Puis une 3e. Papa continuait. La justice protège les innocents tout en faisant rendre des comptes aux coupables. La vengeance oublie souvent la différence. J'ai posé la lettre et j'ai regardé la vallée à travers la fenêtre du grenier. Pendant plusieurs minutes, je n'ai pas pu bouger. La voix de mon père semblait presque présente à mes côtés. Patiente, gentille, ferme. Je suis revenu à la lettre. Si la trahison met un jour un grand pouvoir entre tes mains, souviens-toi de ceci. Le réceptionniste ne t'a pas trahi. Le comptable ne t'a pas trahi. Le personnel d'entretien ne t'a pas trahi. Les familles qui dépendent d'un travail honnête méritent mieux que de devenir des victimes collatérales de l'orgueil de quelqu'un d'autre. Ces mots ont atterri lourdement.
J'avais protégé les salaires, mais était-ce suffisant? J'ai plié la lettre avec soin et l'ai remise dans son enveloppe. Au moment où j'ai descendu le coffre en cèdre, je connaissais déjà ma prochaine décision. J'ai appelé David. Peux-tu venir en Asturie? Je pars immédiatement. Il est arrivé juste après le déjeuner avec 2 épais classeurs. Son visage semblait plus vieux qu'il ne l'avait été une semaine auparavant. Je n'ai jamais vu le conseil aussi divisé, a-t-il admis. Ils ont peur. Ils ont aussi honte d'avoir soutenu Antoine, parce qu'ils ont soudain réalisé à quel point il comprenait peu la propriété de l'entreprise. Nous nous sommes assis sur le porche pendant que Louis faisait la sieste à l'intérieur. David a ouvert les classeurs. L'entreprise reste fondamentalement solide. Je m'y attendais. Nos clients ne sont pas partis. Bien, mais l'incertitude coûte cher. J'ai hoché la tête. Que recommandes-tu? Il a semblé surpris. Tu veux ma recommandation? Je t'ai embauché parce que je respectais ton jugement. Il a souri légèrement. Alors, la voici. Il s'est penché en avant. Sépare Antoine de l'autorité exécutive. Continue. Stabilise la gouvernance. Continue. Maintient l'entreprise en fonctionnement normal. J'ai attendu. Et ne deviens pas le PDG. Cette réponse m'a surprise. Pourquoi pas? Parce qu'en ce moment, tout le monde s'attend à ce que cela devienne une guerre personnelle. Je ne veux pas en avoir une. Je sais. Alors prouve-le. Ces 3 mots étaient l'écho de la lettre de mon père. Prouve-le. Non pas avec des discours, avec des décisions. Cet après-midi-là, nous avons rédigé une proposition pour le conseil. Un comité exécutif intérimaire superviserait les opérations. Un cadre externe expérimenté deviendrait finalement le nouveau PDG. Je resterai l'actionnaire majoritaire, mais j'éviterai la gestion quotidienne. Antoine serait retiré de son autorité exécutive en attendant le résultat de l'action des actionnaires. Pas d'humiliation publique, pas de conférence de presse dramatique, pas de vengeance, juste une gouvernance d'entreprise. Au coucher du soleil, le conseil avait programmé un vote d'urgence. Le lendemain matin, Richard a appelé. Antoine a demandé une réunion privée. Je suis restée silencieuse. Tu n'es pas obligé d'accepter. Où? Il a suggéré la maison. J'ai regardé les prairies. 1 heure. Je l'organiserai. Antoine est arrivé exactement à l'heure. Les costumes sur mesure coûteux avaient disparu. Il portait un pantalon chino, une chemise en lin ouverte et l'expression fatiguée d'un homme qui avait à peine dormi de la semaine. Pendant un instant, nous nous sommes simplement regardés. Il semblait plus âgé, pas en années, mais en conséquence. Merci de m'avoir reçu. J'ai indiqué les chaises du porche. Il s'est assis avec précaution, de sorte qu'aucun de nous ne savait comment commencer. Finalement, il a parlé. J'ai répété cette conversation 100 fois. Ça a aidé. Je n'ai pas apprécié l'honnêteté. Il a joint les mains. Je te dois des excuses. J'ai attendu. J'ai trahi notre mariage. Oui. J'ai trahi ton amitié avec Valérie. Oui. J'ai manqué de respect à la mémoire de ton père. Ma poitrine s'est tendue. Oui. Et sa voix a presque disparu. Je t'ai traité comme si rien de tout cela ne t'appartenait. Le silence s'est installé entre nous. Ce n'était pas gênant, juste sincère. Il a baissé les yeux vers le sol du porche. Je n'arrêtais pas de me dire que j'avais construit le groupe Dubois. Tu as aidé à le construire. Je sais maintenant. Non, j'ai secoué doucement la tête. Tu le savais alors. Il a fermé les yeux. Je suppose que oui. C'était là. Pas d'excuses, pas de blâme sur le stress, pas de blâme sur le succès, juste l'acceptation de sa responsabilité. Après plusieurs instants, il a demandé à voix basse, « Crois-tu que tu me pardonneras un jour ?» C'était la question que tout le monde suppose avoir une réponse immédiate. Je ne sais pas. Le pardon n'est pas un interrupteur, c'est un voyage. Je ne sais pas. Il a hoché la tête. Je comprends. Je crois que tu le regrettes. Ses yeux ont rencontré les miens,
mais je ne sais pas encore si tu le regrettes parce que tu as perdu ton entreprise. J'ai marqué une pause. Ou parce que tu as perdu ta famille. Les mots ont semblé le frapper plus fort que tout ce que j'aurais pu dire. Ses épaules se sont affaissées. Je me suis posé la même question chaque nuit et ses yeux se sont remplis de larmes. Pendant les premiers jours, il a dégluti. Je pensais surtout à l'entreprise. Il a ri amèrement. C'est la vérité la plus laide que j'ai jamais admise dans ma vie. Je l'ai respecté pour l'avoir dit. Mais hier, il a regardé vers le jardin où la poussette de Louis reposait sous un grand châtaignier. J'ai réalisé que je ne pouvais pas me souvenir de la dernière fois que j'avais lu une histoire à mon fils avant de dormir. Sa voix s'est brisée. J'ai manqué une année entière en me convainquant que je travaillais pour lui. Aucun de nous n'a parlé. Parfois, le silence permet à la vérité de s'enfoncer plus profondément que les mots. Finalement, il s'est levé. Je ne te demande pas de rentrer à la maison. J'ai levé les yeux. Je ne le mérite pas. Il a hésité. Mais j'aimerais avoir l'occasion de devenir le père que Louis mérite. Je l'ai cru. Pas entièrement. Pas encore, mais suffisamment pour espérer. En marchant vers sa voiture, il s'est arrêté près des escaliers du Porsche. Sans se retourner, il a dit à voix basse, « Ton père a vu à travers moi bien avant que je ne me voie moi-même. » J'ai souri tristement. Oui, et pourtant il te faisait confiance. Il faisait confiance aux gens pour qu'ils choisissent d'être meilleurs. Antoine a hoché la tête une fois, puis il est parti. Cette nuit-là, après avoir couché Louis, j'ai relu la lettre de mon père. Une phrase se détachait plus que toutes les autres. La vraie force ne se mesure pas à la façon dont tu défais complètement quelqu'un, elle se mesure à la façon dont tu utilises sagement le pouvoir pour le faire. Pour la première fois depuis cette fête d'anniversaire, j'ai dormi toute la nuit, non pas parce que tout était réparé, mais parce que je connaissais enfin la différence entre gagner et guérir. Quand les gens entendent une histoire comme la mienne, ils s'attendent souvent à ce que la fin soit une victoire au tribunal, un titre dans la presse à scandale ou une scène dramatique où tout est perdu. La vraie vie fonctionne rarement ainsi, surtout après avoir vécu assez longtemps pour comprendre que chaque victoire publique cache souvent une perte privée. Au moment où l'automne s'installait dans le nord de l'Espagne, près de 4 mois s'étaient écoulés depuis l'anniversaire de Louis. Les forêts entourant la maison s'étaient parées de teintes éclatantes de rouge et d'or. Chaque matin, Louis insistait pour ramasser des feuilles mortes presque aussi grandes que lui. Il en tenait une au-dessus de sa tête comme un trophée avant de me la tendre avec un sourire fier. Les enfants célèbrent les choses simples. Les adultes passent trop de temps à courir après les compliqués. Le divorce a progressé discrètement. Ce ne fut pas un accident. Richard avait préparé chaque document avec un soin extraordinaire. Et l'avocat d'Antoine a surpris tout le monde en coopérant au lieu de se battre. Il n'y a pas eu de témoignages désagréables, pas de disputes sur les meubles de Pozuelo, pas de tentative de cacher des biens, pas de caméras de télévision attendant devant les tribunaux. Quand les journalistes appelaient, aucun de nous ne donnait d'interview. Certaines personnes pensaient que notre silence signifiait une faiblesse. Je savais que ce n'était pas le cas. Le silence peut protéger la dignité là où la colère ne le peut pas. Un après-midi, Richard a posé les papiers de l'accord final sur la table de la salle de conférence. Tu as été plus généreuse que ce que la loi exige. Je sais. Il m'a regardé attentivement. Puis-je demander pourquoi? Parce que je ne veux pas que Louis grandisse en croyant que ses parents ont passé des années à essayer de se détruire l'un l'autre. Richard a hoché la tête lentement. Ton père aurait approuvé. Je l'espère. L'accord financier reflétait des années de vie partagée. Antoine sortirait du mariage avec une situation confortable, bien que loin d'être aussi riche qu'avant. Certains amis ont remis en question ma décision, l'une a même dit, après ce qu'il a fait, je le laisserai sans rien. Si je passais le reste de ma vie à mesurer la justice par la souffrance de quelqu'un, je n'arrêterais jamais de compter. Et j'étais fatigué de compter. L'assemblée générale des actionnaires a eu lieu la semaine suivante sur le Paseo de la Castellana. Elle a duré près de 6 heures. Chaque administrateur a assisté, ainsi que des conseillers externes, des auditeurs et des représentants de nos principaux investisseurs institutionnels. Je suis entré dans la salle de réunion pour la première fois depuis que j'avais quitté la maison. Les conversations ont cessé immédiatement. Certains visages montraient de l'empathie, d'autres de la curiosité, quelques-uns révélaient de la honte. Le président du conseil,
Arthur Delacroix, s'est levé quand je suis entré. Je crois que nous vous devons des excuses. Pourquoi avons-nous permis que la perception publique remplace une gouvernance appropriée? J'ai souri doucement. Mon père disait toujours, les organisations dérivent quand les gens cessent de poser des questions simples. Arthur a soupiré. Nous avons certainement cessé de poser des questions. La réunion est restée respectueuse du début à la fin. Les rapports financiers ont confirmé ce que David avait prédit. L'entreprise elle-même restait solide. Les clients étaient restés, les employés étaient restés productifs. La plus grande menace n'avait jamais été le bilan, mais l'incertitude. Quand le vote est finalement arrivé, il a été unanime. Antoine a démissionné de toutes ses fonctions exécutives, non pas parce que quelqu'un l'y a obligé, mais parce qu'il s'est levé et s'est adressé lui-même à la salle. J'ai passé des mois à réfléchir au leadership. Il a commencé. J'ai confondu l'autorité avec le droit. La salle est restée dans un silence absolu. J'ai demandé aux gens de me faire confiance après avoir prouvé que je n'étais pas digne de confiance dans ma propre maison. Personne ne l'a interrompu. Je ne mérite pas de continuer à diriger cette entreprise. Il a signé sa démission avant de se rasseoir. Il n'y a eu ni applaudissement ni célébration, juste une acceptation silencieuse. Après, le conseil a approuvé notre plan de transition exactement comme David et moi l'avions proposé. Un cadre respecté au niveau national, avec des décennies d'expérience, a accepté de devenir le nouveau PDG. J'ai conservé la propriété majoritaire et la présidence de la gouvernance à long terme, mais je me suis tenu à l'écart des opérations quotidiennes. Les employés méritaient un leadership stable, pas un drame familial. Quand l'annonce a atteint le personnel, la réponse a surpris tout le monde. Soulagement, pas d'émotion, juste du soulagement. Les gens pouvaient enfin reprendre le travail qu'ils aimaient sans se demander ce que l'avenir apporterait. Cela comptait plus que n'importe quel titre. Valérie a disparu de nos vies presque complètement. J'ai appris plus tard qu'elle avait déménagé aux Canaries pour vivre près de sa sœur aînée. Elle a envoyé une lettre manuscrite. Elle ne contenait pas d'excuses, juste une excuse. Je n'y ai jamais répondu. Pas par colère. Certaines relations se terminent simplement. Répondre n'aurait pas changé le passé, et le silence ne l'effacerait pas. J'ai prié pour qu'elle trouve enfin la paix. De loin, le chemin d'Antoine a semblé très différent de ce que tout le monde attendait. Plusieurs cabinets prestigieux l'ont approché discrètement avec des offres lucratives. Il les a toutes refusées. Au lieu de cela, il a accepté un poste dans une organisation à but non lucratif qui aidait les entreprises familiales en difficulté à se remettre des inondations, des incendies et des crises économiques. Quand David me l'a raconté, j'ai cligné des yeux, surprise. Il gagne moins en un an que ce qu'il gagnait en un mois. David a souri. Je ne pense pas que ce soit ce qu'il importe maintenant. Peut-être pas. Un samedi matin, Antoine est arrivé à la maison des Asturies pour passer la journée avec Louis. Il n'apportait pas de cadeaux coûteux ni de vêtements de marque, juste un petit chariot en bois rouge qu'il avait lui-même restauré. La peinture n'était pas parfaite, une roue grinçait un peu. Louis l'a adoré instantanément. Pendant près de 2 heures, Antoine l'a tiré dans le jardin tandis que Louis riait si fort que même la voisine souriait de l'autre côté de la clôture. Je les observais depuis le porche, non pas en tant qu'épouse, mais seulement en tant que mère. Quand il a fallu partir, Louis lui a enroulé les 2 bras autour de la jambe. Papa, un mot simple et puissant. Antoine s'est agenouillé, a embrassé le front de Louis et a promis, « Je te verrai mercredi. » Puis il m'a regardé. Je le ferai. Il ne parlait plus à Louis. Il me faisait une promesse. Et contrairement à ce qui s'était passé des mois auparavant, il l'a tenue. Le mercredi est arrivé, il est apparu exactement à l'heure. Le samedi suivant, ponctuel à nouveau. La semaine suivante, encore une fois, pas d'excuses, pas d'annulation de dernière minute, pas d'anniversaires oubliés, pas de rendez-vous manqué chez le pédiatre, pas de disparition dans d'interminables réunions d'affaires, juste de la constance. Semaine après semaine, mois après mois, un soir, après qu'Antoine soit parti, ma voisine Béatrice est venue avec un gâteau fait maison. Elle avait été mariée pendant 53 ans avant de perdre son mari. Nous nous sommes assis ensemble sur le porche pendant que Louis dormait à l'étage. Elle a écouté en silence pendant que je décrivais les changements que j'avais vus. Finalement, elle a demandé, « Tu lui fais confiance ?»
J'ai réfléchi attentivement avant de répondre. Pas comme avant. Elle a hoché la tête. Le feras-tu un jour? Honnêtement, je ne sais pas. Elle a souri doucement. Sais-tu ce que j'ai appris après toutes ces années? Quoi? Que la confiance ne se reconstruit pas avec des promesses. Elle a pointé du doigt la route où la voiture d'Antoine avait disparu 1 heure auparavant. Elle se reconstruit en étant présent. Ces mots sont restés avec moi parce que c'était exactement ce à quoi j'avais assisté. Pas de discours, pas de grands gestes romantiques, pas de cadeaux coûteux. Juste la présence, encore et encore. Je n'étais pas prête à appeler cela la rédemption. La rédemption appartient au temps, pas à l'émotion, mais je ne pouvais plus nier ce qui était clairement devant moi. Le caractère avait commencé à remplacer l'orgueil. L'humilité avait remplacé l'arrogance. La responsabilité avait remplacé l'image. Une nuit fraîche, alors que Louis s'endormait blotti contre mon épaule après une longue journée à ramasser des châtaignes, j'ai réalisé quelque chose d'inattendu. La colère qui avait jadis rempli chaque recoin de mon cœur s'était réduite en silence. Non pas parce qu'Antoine méritait moins de responsabilités, il les méritait, mais parce que porter la colère était devenu plus lourd que de la lâcher. Le pardon semblait encore lointain, pourtant, l'amertume ne semblait plus nécessaire. Et cela, j'ai réalisé, était sa propre forme de liberté. 2 ans peuvent changer une personne de façon que 2 minutes ne pourraient jamais. Il y a 2 ans, j'étais dans la chambre de mon mari, retenant mes larmes pendant qu'il me disait d'accepter une trahison ou de partir. 2 ans plus tard, j'étais dans ma cuisine, regardant mon fils souffler 3 bougies sur un gâteau d'anniversaire, tandis que les gens qu'il aimait vraiment l'entouraient. La différence n'était pas l'argent, ce n'était pas l'entreprise, ni même le fait d'être parti avec la fortune de ma famille intacte. La différence était la paix. Une paix réelle, le genre de paix qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Le 3e anniversaire de Louis était intentionnellement simple, pas de dirigeant d'entreprise, pas de photographe de magazine, pas de décoration soigneusement arrangée pour impressionner des personnes qui ne faisaient pas partie de nos vies. Juste la famille, quelques amis intimes, un jardin rempli de rire et un petit garçon plus excité à poursuivre des bulles de savon qu'à ouvrir des cadeaux coûteux. Ma mère aurait adoré ce jour-là. Ma mère aurait adoré ce jour-là. Elle disait toujours, les enfants se souviennent des sentiments beaucoup plus longtemps que des choses. Ils se souviennent de qui leur a tenu la main, de qui les a écoutés, de qui était là. C'était la leçon que je portais avec moi. Antoine est arrivé peu avant le déjeuner, il a apporté à Louis un petit puzzle en bois au lieu d'une montagne de jouets. J'ai fait le cadre moi-même, a-t-il expliqué. Louis s'est immédiatement assis par terre et a commencé à assembler les pièces. Ce n'était pas parfait. Le puzzle non plus. Aucun de nous non plus, mais j'ai remarqué quelque chose d'important. Antoine n'a pas regardé autour de lui pour voir qui remarquait son effort. Il n'agissait pas, il était simplement présent après le déjeuner. Pendant que Louis jouait avec ses cousins, Antoine et moi nous sommes assis en silence sur le porche. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Le silence entre nous avait changé avec le temps. Au début, il était rempli de colère, puis de tristesse, puis d'incertitude. Maintenant, c'était quelque chose de différent. Du respect. Je tiens à te remercier, a-t-il dit. Enfin. Je l'ai regardé. Pourquoi? Pour ne pas m'avoir détruit. J'ai froncé légèrement les sourcils. Je ne t'ai pas épargné les conséquences, Antoine. Je sais. Il a hoché la tête. Tu t'es assuré que je les affronte. Les feuilles des arbres bougeaient doucement au loin. J'ai perdu ma position. Oui. J'ai perdu la confiance des gens. Oui. Je t'ai perdu. J'ai regardé mes mains. Oui. Il a pris une profonde inspiration. Mais tu n'as jamais essayé de me priver de ma relation avec Louis. J'y ai réfléchi. Je voulais qu'il ait un père. Même après tout, surtout après tout. Il a regardé vers le jardin où Louis riait. Je ne sais pas si je me pardonnerai un jour, ai-je répondu avec prudence. Peut-être ne devrais-tu pas oublier ce qui s'est passé. Il m'a regardé, surpris. Pourquoi? Parce que se souvenir de qui tu étais à ton pire moment peut t'aider à devenir quelqu'un de meilleur. Il a hoché la tête lentement. J'ai passé des années à courir après le succès.
Tu n'avais pas tort de vouloir le succès. Il a regardé le sol, mais j'avais tort de croire que le succès me rendait plus important que tous ceux qui m'entouraient. C'était la première fois que je l'entendais le dire sans que personne n'ait besoin de le lui expliquer. Ce n'était pas une défense ni une excuse, c'était une vérité. Cette même année, j'ai créé la Fondation Famille Dubois. Le but était simple. Aider les familles à comprendre quelque chose que mon père comprenait mieux que quiconque. L'argent sans sagesse peut nuire à des générations. La Fondation offrait une éducation financière aux jeunes entrepreneurs, soutenait les petites entreprises familiales à se remettre des difficultés et enseignait aux futurs leaders la prise de décision éthique. Lors de notre premier événement annuel, je me suis tenu sur une scène devant des centaines de personnes. Il y a des années, j'aurais détesté ça. Je n'ai jamais voulu d'attention, mais cette nuit-là, c'était différent. Je n'étais pas là pour dire aux gens à quel point j'étais riche. J'étais là pour leur dire ce que la richesse m'avait appris. Pendant mon discours, j'ai partagé un message simple. Les ressources peuvent créer des opportunités, mais le caractère détermine ce que nous faisons de ces opportunités. À la fin, un homme âgé s'est approché de moi. Il s'est présenté comme le propriétaire d'une petite entreprise qui avait failli perdre son affaire après une crise familiale. Il m'a serré la main. Ton père aurait été fier. J'ai souri. Merci. Comment le savez-vous? Il a montré le logo de la fondation. Parce que ce n'est pas une question de vengeance. Cette phrase est restée avec moi parce qu'il avait raison. Quand je suis parti de cette maison pour la première fois, je pensais que je me protégeais et c'était vrai. Mais avec le temps, j'ai appris quelque chose de plus profond. La plus grande victoire n'a pas été de voir Antoine perdre le pouvoir, ce fut de m'observer moi-même cesser d'avoir besoin qu'il perde. La douleur peut nous faire croire que la seule façon de guérir est de faire souffrir l'autre. Mais la guérison ne fonctionne pas ainsi. La justice compte, les limites comptent, la responsabilité compte, mais la paix compte aussi. Un an après la fin du divorce, Antoine et moi avons assisté ensemble à la pièce de théâtre scolaire de Louis. Il y avait des dizaines de parents assis sur des chaises pliantes dans l'auditorium de l'école. Certains filmaient avec leur téléphone portable, d'autres essuyaient leurs larmes, certains luttaient pour maintenir le silence de leurs jeunes frères et sœurs. Simplement des familles ordinaires, simplement la vraie vie. Louis est monté sur scène portant une couronne en papier qu'il avait faite en classe. Quand il nous a vus assis ensemble, il a souri. Non pas parce qu'il comprenait notre histoire, il ne la comprenait pas. Il comprenait juste que ses deux parents étaient là et c'était suffisant. Sur le chemin du retour, j'ai pensé à la femme que j'avais été cette nuit d'anniversaire, la femme qui emmenait son bébé endormi d'une maison qu'elle croyait représenter un pour toujours encore. J'ai souhaité pouvoir revenir en arrière et lui dire quelque chose. Je lui dirais que perdre un rêve ne signifie pas perdre ton avenir. Je lui dirais que la dignité est plus précieuse que le confort. Je lui dirais que certaines fins sont en réalité des portes qui s'ouvrent et je lui dirais que les décisions silencieuses prises dans les moments de chagrin deviennent souvent les décisions les plus fortes de nos vies. Aujourd'hui, Louis est encore jeune, il ne connaît pas la trahison, il ne connaît pas la crise de l'entreprise, il ne connaît pas le téléphone avec 67 appels manqués. Un jour, quand il sera assez grand, peut-être que je lui raconterai. Non pas pour qu'il soit en colère, non pas pour qu'il prenne parti, mais pour lui enseigner quelque chose d'important. Les gens te décevront, même les gens que tu aimes. Ce qui te définit n'est pas de savoir si tu ressens de la douleur. Tout le monde en ressent. Ce qui te définit, c'est ce que tu choisis de faire avec cette douleur. Tu peux la laisser endurcir ton cœur ou tu peux la laisser approfondir ta sagesse. J'ai choisi la sagesse et j'espère que mon fils choisira la même chose. Si cette histoire vous a rappelé un moment de votre propre vie où vous avez dû choisir la force plutôt que la colère, j'espère que vous prendrez un moment pour réfléchir à ce voyage. Partagez vos réflexions avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce rappel. Et si les histoires de résilience, de pardon familial et de seconde chance vous parlent, envisagez de vous abonner afin que nous puissions continuer à partager ensemble ces histoires pleines de sens. Parce qu'au final, le plus grand héritage que nous laissons à nos enfants n'est pas l'argent de nos comptes, c'est l'exemple que nous donnons quand la vie nous donne toutes les raisons de devenir amers et que nous choisissons plutôt ce que nous voulons devenir.